À 4 heures, 57 camions se figent net. Sous des sacs de farine et de lait, l'interception révèle une logistique transnationale, cohérente, financée, trop lourde pour l'improvisation. Que reste-t-il aux citoyens quand Ibrahim Traoré promet des preuves? Si ce convoi passait, ce n'était pas seulement une saisie manquée, c'était un basculement institutionnel, régional et narratif déclenché avant l'aube du 16 août par une synchronisation trop parfaite pour être fortuite, puis stoppée par une décision de verrouillage préparée visant à contenir la peur collective en documentant chaque camion, chaque conducteur, chaque numéro de série. Ce récit ne cherche ni l'émotion facile ni le spectaculaire. Il promet une chose précise: comprendre comment une menace complexe peut être détectée, mesurée et contenue avant qu'elle ne produise ses effets politiques. L'enjeu est concret: savoir distinguer un coup de filet opportuniste d'une opération prépositionnée et mesurer ce que cette différence change pour la sécurité, la confiance publique et la stabilité régionale. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État affirme avoir privilégié la méthode plutôt que la mise en scène, la preuve plutôt que la panique et la cohérence documentaire plutôt que l'urgence narrative. Pour le citoyen, le bénéfice est clair. Comprendre les mécanismes invisibles permet de ne pas confondre peur et information, ni rumeur et faits vérifiables. Pour les institutions, le risque est tout aussi évident. Si la démonstration échoue, la crédibilité s'érode durablement. Pour la région enfin, chaque interception réussie ou manquée redessine les calculs stratégiques. La question n'est donc pas seulement ce qui a été arrêté cette nuit-là, mais ce que cette capacité à anticiper dit de l'État et de sa solidité. La première donnée change immédiatement l'échelle de lecture. L'arsenal intercepté est évalué à plus de 700 millions de dollars, un volume incompatible avec une action improvisée. Deuxième indice décisif, 57 camions partis de points distincts convergent sans phare vers une même zone selon une synchronisation trop précise pour être fortuite. Ces deux éléments suffisent à refermer la première hypothèse facile. On ne parle pas d'un trafic opportuniste, mais d'une capacité militaire prépositionnée, pensée pour durer et agir. Dès lors, la question n'est plus que transportait-il, mais comment une architecture aussi lourde a pu rester silencieuse jusqu'à sa phase finale. Dans le Sahel, la circulation d'armes est diffuse, souvent fragmentée, rarement aussi cohérente. Ici, tout indique une préparation longue, départs étagés, rôles compartimentés, itinéraires secondaires, couverture humanitaire crédible. La masse n'est de rendu visible qu'au dernier moment lorsque la file devient complète. C'est précisément à cet instant que le verrou se referme. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. La consigne est immédiate et constante. Éviter l'emballement narratif. Chaque camion devient une scène distincte. Chaque conducteur est interrogé séparément. Chaque numéro de série consigné. L'objectif n'est pas de produire un choc médiatique, mais de transformer l'interception en dossier traçable. Ce choix modifie la nature de l'événement. Au lieu d'un coup de filet spectaculaire, l'opération devient une enquête systémique. Suivre les routes, croiser les flux financiers, identifier les relais possibles. La preuve est pensée comme une chaîne, non comme une image. Ce cadrage explique pourquoi l'interception pèse au-delà de la nuit du 16 août. Elle teste une capacité rarement visible: agir avant que la peur ne gouverne et démontrer cette action par des faits vérifiables. À ce stade, l'enjeu n'est déjà plus sécuritaire seulement. Il devient institutionnel, narratif et régional à la fois. Le fil humain de l'interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes frontières dans la région des Canaries. Depuis des années, il observe les routes comme un système vivant,
attentif aux écarts d'horaire, aux ruptures de cadence et aux détails qui signalent un passage anormal. Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui l'alertent en premier, mais leur discipline. Phares éteints, vitesse constante, silence trop propre. Sous son commandement, 15 hommes se déploient rapidement, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone militaire. Le dispositif est volontairement sobre. Il ne cherche ni l'effet d'annonce ni la démonstration de force, mais la maîtrise de la situation. Lorsque les premiers camions s'immobilisent, la perception bascule. L'unité ne fait pas face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être figée. L'ouverture des caisses confirme cette intuition. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact est immédiat. Ce qui est stoppé n'est pas une cargaison opportuniste, mais une capacité de basculement prête à être activée. À Ouagadougou, l'information remonte sans dramatisation. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la ligne est maintenue. Préserver les preuves, éviter la panique, tenir la cohérence. Très tôt, l'effet se fait sentir. La menace est contenue, mais surtout comprise. L'idée essentielle est la suivante: stopper une nuit change moins que documenter ce qu'elle révélait. Avant l'interception, le dispositif paraît presque ordinaire. Des camions circulent sur des axes secondaires chargés de marchandises présentées comme humanitaires sans attirer d'attention immédiate. Pourtant, en amont, tout indique une préparation longue, des départs depuis des zones distinctes, des horaires calculés et une convergence différée pour éviter de déclencher une alerte prématurée. La logique est simple: rendre la masse invisible jusqu'au dernier moment. Le basculement se produit à 4 heures. Lorsque le dernier segment de la file se constitue, les accès se ferment presque simultanément. Les routes secondaires sont coupées, les patrouilles avancent par séquences courtes et le premier camion est immobilisé sans heurts, puis le second, puis le troisième. L'effet domino est immédiat et irréversible. En moins d'un quart d'heure, 57 véhicules sont figés. Aucun échange de tirs inutiles, aucune fuite réussie. Cette rapidité signale un choix tactique clair: privilégier la capture intégrale plutôt que l'interruption partielle. À cet instant précis, l'opération cesse d'être une routine frontalière et devient un événement stratégique. Lorsque les bâches sont soulevées, le point culminant prend forme. Sous les sacs de farine et de lait apparaissent des fusils neufs, des grenades soigneusement emballées et des systèmes lourds alignés avec une précision clinique. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes et le conditionnement suggèrent un dépôt militaire reconstitué, prêt à être déplacé et activé rapidement. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports consolidés. Il coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette: sécurisation totale du périmètre, zéro preuve détruite, zéro improvisation narrative. Des équipes spécialisées sont dépêchées. Chaque mètre est balisé, photographié, consigné. L'État ne cherche plus seulement à arrêter, mais à démontrer. Les répliques ne tardent pas. En début d'après-midi, certains conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention claire: disparaître avant que l'image ne devienne preuve. Les axes sont déjà verrouillés. De nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les estimations initiales. Arsenaux complets, munitions massives, équipements conditionnés pour une logistique prolongée. À mesure que l'inventaire progresse, la lecture change. Ce qui pouvait passer pour un convoi suspect apparaît désormais comme une guerre stoppée avant son déclenchement. La cellule de crise se réunit, les itinéraires sont tracés, les flux sont recoupés. La temporalité s'inverse. L'urgence médiatique est volontairement ralentie pour préserver la solidité du dossier.
À la fin de la journée, l'événement a déjà quitté le simple registre sécuritaire. Il est devenu un test de méthode. Ce n'est pas la saisie qui fait date, mais la capacité à transformer une séquence rapide en preuve durable, avant que la peur ne prenne le volant. La lecture change définitivement lorsque les chiffres sont consolidés. Premier repère, environ 25 000 fusils de type AK-47 sont recensés, dont une part renvoie à des stocks libyens post-2011 identifiés par des numéros de série traçables. Ce volume ne décrit pas seulement une quantité, il décrit une intention de durée. De quoi équiper plusieurs brigades sans dépendre d'un flux unique ni d'un fournisseur exclusif. Deuxième mesure déterminante, près de 10 000 fusils M16 associés à des chaînes d'exportation européennes. La combinaison est essentielle. Mélanger des origines réduit le risque de détection précoce et permet de reconstituer, stocker, puis livrer sans déclencher un signal unique. Pour les enquêteurs, cette diversité n'est pas un détail technique, mais la signature d'un réseau doté de temps, de capital et de relais fiables. Le troisième chiffre modifie l'équation tactique. Plus de 400 missiles anti-aériens sont retrouvés dans différents conteneurs, certains encore scellés. Capables de nier l'accès aérien, ces systèmes transforment radicalement le rapport de force locale. Ils ne correspondent pas à une logique de contrebande opportuniste. Ils s'inscrivent dans une hypothèse de fenêtre de vulnérabilité planifiée, destinée à contraindre des décisions politiques sous pression. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Pris ensemble, ils racontent une autre histoire. L'arsenal n'a pas été assemblé pour frapper puis disparaître, mais pour tenir un territoire dans le temps. Stockage anticipé, conditionnement standardisé, transport calibré. Chaque indice renvoie à une capacité opérationnelle complète. C'est dans ce cadre que la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend tout son sens. L'objectif est de double. D'une part, réduire le risque d'erreur d'attribution, qui alimente les batailles de récit. D'autre part, transformer la force brute des chiffres en stabilité narrative fondée sur des preuves vérifiables. Le passage du volume à la relation est décisif. Relier les armes aux routes, les routes aux paiements et les paiements aux décideurs change la nature de l'événement. La preuve ne décrit plus seulement ce qui a été saisi, elle explique pourquoi cette convergence ne pouvait pas être anodine. À ce stade, une question lourde demeure. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu rester silencieuse jusqu'à sa phase finale? La réponse ne tient pas dans une hypothèse nouvelle, mais dans la lecture patiente des chiffres eux-mêmes. Ils montrent une organisation conçue pour retarder la détection, pas pour l'éviter indéfiniment. C'est précisément cette latence maîtrisée qui rend l'interception stratégique plutôt que spectaculaire. Dès que l'affaire devient publique, deux interprétations concurrentes s'imposent et méritent d'être exposées sans caricature. La première, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace pour consolider son autorité. Dans cette lecture, l'interception sert avant tout de levier politique. Un pouvoir fragilisé dramatise un épisode réel afin de ressouder l'opinion, marginaliser ses opposants et reprendre l'initiative médiatique. La dimension régionale ne serait alors qu'un décor, utile mais secondaire. La seconde interprétation, maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle s'appuie sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage humanitaire. Dans ce cadre, l'opération n'est ni un accident ni un trafic opportuniste, mais une action concertée, planifiée sur plusieurs mois, conçue pour contourner les radars et reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi ne serait qu'un élément visible d'un mécanisme plus vaste.
Le test analytique n'est pas de choisir le récit le plus frappant, mais de déterminer lequel explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans forcer les faits. Plusieurs points pèsent contre une lecture strictement domestique. Les preuves matérielles indiquent une chaîne transnationale cohérente reliant stock post-2011, circuits d'exportation multiples et logistique compartimentée. La méthode de convergence tardive correspond davantage à un schéma pensé pour réduire les signaux qu'à une improvisation interne. Un élément humain renforce cette lecture. L'aveu d'un chauffeur, convaincu de transporter de simples marchandises civiles, suggère une architecture où chacun sait peu afin de protéger un centre décisionnel. Ce type de compartimentation est coûteux. Il n'est rationnel que si l'enjeu dépasse un bénéfice politique immédiat. La lecture minimaliste pourrait tenir si l'on ne disposait que d'un discours officiel. Mais ici, l'enquête repose sur des objets traçables et une cohérence de chaîne. Dans ces conditions, l'hypothèse la plus parcimonieuse n'est pas celle qui minimise, mais celle qui relie. Suivre la densité des preuves conduit à reconnaître une opération concertée, sans préjuger encore de l'identité finale des commanditaires. À mi-parcours de l'enquête, des documents internes apparaissent intitulés Démocratie restaurée, accompagnés de décrets déjà rédigés pour le après. Ce n'est plus seulement une histoire de transport et de caisse, c'est l'ossature d'un calendrier politique écrit à l'avance où l'arsenal devient la garantie matérielle d'un basculement institutionnel. Cette découverte change la nature du dossier, l'interception cesse d'être défensive. Elle apparaît désormais comme la neutralisation d'un déclencheur, pensé pour activer une prise de pouvoir sous couvert de chaos. Ce qui semblait logistique révèle une intention de gouvernance. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments déplacent immédiatement la stratégie. La priorité n'est plus uniquement de sécuriser un périmètre, mais d'empêcher la capture du récit par des narratifs concurrents. Les fichiers, les identités multiples et les échanges codés décrits par les enquêteurs dessinent un maillage dense reliant relais financiers, intérêts liés à la défense et couverture diplomatique. Le point médian tient dans ce glissement. L'État passe de la réaction à l'exposition méthodique. La lumière devient une arme défensive car elle réduit l'espace de la manipulation sans ajouter de faits nouveaux. À partir de là, l'affaire n'est plus une saisie spectaculaire, elle devient une épreuve de souveraineté documentaire, où chaque preuve consolidée empêche un retournement ultérieur. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord organisationnel. L'interception transforme une alerte ponctuelle en protocole durable. Les chaînes de commandement sont resserrées, la coordination interservice de l'accès devient routinière et la gestion de la preuve passe d'un réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la ligne est assumée, documentée avant de proclamer. À court terme, cette discipline renforce la crédibilité institutionnelle. À moyen terme, elle impose un coût, mais stabilise l'action publique en réduisant l'espace des récits avec concurrents. Pour les entreprises, l'onde est paradoxale. D'un côté, des signaux extérieurs de prudence et des annonces de sanctions potentielles créent un climat d'incertitude, notamment pour les importations stratégiques et les chaînes d'assurance. De l'autre, des partenaires alternatifs se manifestent, attirés par une lisibilité nouvelle du cadre décisionnel. Le résultat n'est pas un isolement mécanique, mais un réalignement progressif. Certaines activités ralentissent, d'autres se redéploient, et l'économie apprend à composer avec un risque politique mieux cartographié qu'auparavant. Pour les citoyens, l'impact est avant tout psychologique. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion ambivalente, soulagement d'avoir évité le pire, inquiétude face à ce qui aurait pu advenir. Dans les villes, comme dans les zones frontalières, la discussion change de nature. La sécurité n'est plus une abstraction lointaine.
Elle devient une expérience collective, liée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle inquiète car elle rappelle que la protection fonctionne mais qu'elle reste fragile. Pour la région, la conséquence est stratégique. Une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et des coordinations nouvelles apparaissent, non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Même les cadres régionaux reconnaissent qu'une telle interception réduit le risque d'embrasement transfrontalier. Le signal envoyé est clair. Une convergence lourde peut être détectée et neutralisée si les signaux faibles sont reliés à temps. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que l'événement dépasse largement la saisie initiale. Il reconfigure des comportements, des attentes et des alliances. La question centrale n'est plus seulement ce qui a été arrêté, mais ce qui a été rendu visible et comment cette visibilité redessine durablement les rapports de confiance. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires se dessinent. Elles ne sont ni des prédictions ni des promesses, mais des cadres de lecture utiles pour penser sous contrainte, à partir des éléments déjà observables. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête judiciaire avance par strates. Les consolide des dossiers solides sans tout résoudre d'un coup et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Les partenariats se recomposent sans rupture totale et les dispositifs annoncés après l'interception produisent en quelque des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien. Si cette trajectoire prévaut, le pays tient sans transformer encore. La priorité devient l'endurance administrative, maintenir la méthode quand l'urgence médiatique retombe. Dans un scénario plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement régional. La démonstration de capacité documentaire devient un précédent. Le partage d'informations s'intensifie, les coopérations opérationnelles se structurent et des investissements se réorientent vers des projets perçus comme plus lisibles et plus souverains. Dans cette configuration, la transparence cesse d'être défensive. Elle devient un actif politique capable de transformer une crise évitée en levier d'intégration et de crédibilité. Dans un scénario plus dur, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Pression financière, campagne de désinformation, hausse des coûts d'importation. L'économie quotidienne se tend et la cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve. La bataille n'est plus militaire. Elle devient narrative et administrative. Une recommandation traverse ces trois trajectoires. Raisonner en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Si l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, continue à relier les signaux faibles, à documenter avant de proclamer et à transformer chaque alerte en routine, alors la vulnérabilité recule sans qu'il soit nécessaire de promettre l'immunité. Penser ainsi, c'est accepter l'incertitude tout en réduisant son coût collectif. Au-delà des institutions et des scénarios, l'affaire se prolonge dans la vie quotidienne à travers plusieurs cercles d'expérience. Elle n'est pas reçue comme un simple fait d'actualité, mais comme une situation vécue, interprétée et discutée différemment selon les positions sociales. Un premier cercle rassemble celles et ceux qui vivent la sécurité au jour le jour, soldats, enseignants, chauffeurs de nuit, familles des zones frontalières. Pour eux, l'interception n'est pas une abstraction géopolitique. C'est une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes interceptées produisent un double effet. Soulagement d'avoir évité le pire, gravité face à ce qui aurait pu advenir. Un geste utile émerge alors.
partager l'information vérifiée localement, sans amplifier la peur, ni nourrir la rumeur. Un deuxième cercle concerne la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient un point d'ancrage méthodologique, des preuves, des procédures, des traces. Comparer systématiquement les narratifs aux éléments documentés permet de préserver une discussion exigeante sans tomber dans la polarisation. Un troisième cercle réunit celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes: étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'événement offre une matière rare. Comment un réseau se cache, comment une preuve se consolide. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette méthode rend visible une idée simple. La vigilance commence par l'attention aux signaux faibles. Dans ces cercles distincts, une même intuition se forme: la sécurité durable ne repose pas seulement sur des décisions centrales, mais sur une capacité collective à distinguer le vérifiable du spectaculaire. Après la crise immédiate, la réponse annoncée vise un objectif précis: transformer une interception ponctuelle en méthode institutionnelle reproductible. L'enjeu n'est pas de célébrer l'événement, mais de réduire durablement la probabilité qu'un dispositif similaire atteigne sa phase finale. La première étape concerne la chaîne du renseignement. Chaque poste frontalier doit disposer d'une capacité d'analyse dédiée, capable de relier horaires, itinéraires et volumes inhabituels. Le critère d'évaluation n'est pas rhétorique. Il repose sur la capacité à détecter un schéma comparable avant sa convergence finale. La deuxième étape touche aux capacités militaires par conversion. Les armes saisies ne sont pas seulement neutralisées. Leur recyclage alimente un fonds destiné à équiper les unités frontalières et à financer des formations ciblées. La mesure du succès se lie dans la disponibilité opérationnelle et dans l'augmentation du nombre d'unités formées. Vient ensuite la judiciarisation spécialisée, un pôle dédié aux crimes transnationaux liés aux flux d'armes et consolidés. Il fonctionne avec des délais précis et une obligation de solidité probatoire. L'indicateur clé est double: rapidité d'instruction et résistance des dossiers dans le temps. La coopération régionale complète l'ensemble. Des partenariats opérationnels structurent le partage d'informations et les actions conjointes. Ici, la performance se mesure à la régularité des échanges et à leur capacité à survivre aux crises politiques. Enfin, l'inscription de cette méthode dans l'éducation civique vise à normaliser la vigilance. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair: faire de la preuve une habitude publique afin que la souveraineté se documente avant de se proclamer. Dans les jours qui suivent, une image remplace progressivement les discours. Le métal chauffe, rougit, puis coule lentement, comme si la menace elle-même perdait sa forme en devenant matière brute. Ce qui avait été conçu pour imposer la peur est transformé, sans emphase, en un résidu maîtrisé. La scène n'a rien de spectaculaire, elle est pédagogique. Le capitaine Moussa Kaboré réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août. Quelques minutes d'observation, une synchronisation trop parfaite, puis la décision de fermer la route avant l'irréparable. Autour de lui, les regards comprennent sans explication. La victoire n'est pas héroïque, elle tient dans la répétition d'un geste juste au bon moment. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette séquence avec une lucidité épuisée. Rien ici ne relève de l'exceptionnel durable. La leçon est plus exigeante. La souveraineté ne se joue pas dans un instant, mais dans la capacité à documenter encore et encore, et sans céder à la tentation du récit commode.
La preuve répétée crée la confiance durable. C'est ce rappel, plus que l'événement lui-même, qui donne à cette nuit son poids réel. L'histoire du 16 août ne se prolonge pas comme un slogan ni comme une victoire définitive. Elle reste comme une invitation à une forme de maturité civique. Ce qui a été rendu visible n'est pas une promesse d'immunité, mais une méthode. Relier des faits, consolider des preuves, accepter la complexité sans la réduire à un récit commode. Dans un espace public saturé d'images rapides, ce choix a une portée sociale. Il rappelle que la confiance collective ne naît pas de l'emphase, mais de la cohérence répétée. Comparer les faits aux narratifs concurrents, demander comment une affirmation est reliée à une preuve, car refuser les raccourcis qui fabriquent des certitudes fragiles. Ces gestes restent modestes mais décisifs. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État affirme une ligne. Mais au-delà d'un pays et d'un moment, la question demeure ouverte pour chacun. Comment transformer une nuit critique en vigilance durable, sans laisser la peur guider la suite? La réponse n'est pas unique. Elle se construit dans la qualité des questions posées, dans l'attention portée aux signaux faibles, et dans le débat que l'on choisit de nourrir collectivement.